Grand vin, Gigerie et l'histoire. Louis XIV retient la peste comme cause de son échec à Gigerie. Louvois fut le premier à parler de malchance pour expliquer la défaite de Gigerie. Sa Majesté, écrit-il, a eu beaucoup de déplaisir de la mauvaise issue de l'entreprise de Gigerie et du naufrage de la Lune. Mais ce sont des accidents auxquels des conquérants sont exposés. Pélisson, pour montrer que certains jugements n'ont pour but que la gloire du roi, cite par dérision celui qu'un ouvrage, publié en 1665, porte sur la déroute de Gigerie. Rien n'a manqué à la bonne conduite de cette affaire, affirme le livre. Sa Majesté a fait tout ce qui était de l'homme. Dieu est le roi des rois, a élevé en Provence la verge de son courroux, et de la main dont il nous a frappés à Toulon, elle nous a chassés de Gigerie. Charles Quint, victorieux voyant la mer héritée engloutir avec les vaisseaux l'espérance de ses progrès en barbarie, et son fils, Philippe le Prudent, voyant l'inconstance de l'océan ruiner en peu de jours cette flotte, l'ouvrage de plusieurs années, que l'Espagne, vouée à la conquête de l'Angleterre, se consolèrent par la considération de n'avoir rien laissé en arrière de ce qui dépendait d'eux, disant fort à propos qu'ils n'avaient pas prétendu combattre contre les vents et les tempêtes. Notre Louis Auguste n'était pas préparé à lutter contre la peste. Il a fait tout ce qui était du devoir d'un sage roi. Dieu, qui a fait avorter les pieuses entreprises d'un Saint-Louis et qui a rendu vaines toutes les croisades contre les croyants, pour les causes qu'il ne réserva voulu que l'édifice demeura imparfait. Pélisson ajoute que ce texte excuse tout ce mauvais succès par la peste imprévue de Provence, qui, à dire la vérité, n'a guère plus de part à l'événement principal qu'on pourrait avoir Athéna, dont Thucydide nous a laissé une si belle et si vive description. En dépit de l'avis de Pélisson, l'histoire officielle va tout de même retenir la peste comme cause officielle de la défaite. Non seulement la peste en Provence, mais aussi une peste que d'aucuns prétendront avoir sévi aussi à Gigerie. La consigne de silence édictée par le roi sur son expédition d'Afrique est strictement appliquée. L'Académie française s'y soumet. Le 1er août 1665, un de ses membres éminents, M. Chapelain, pour rassurer Colbert, à qui il demande l'autorisation de publier un panégyrique de Louis XIV, rédigé par l'abbé Augier, écrit au ministre. Je crois, monsieur, vous avoir mandé que l'article de Gigerie, si vous ne croyez pas qu'ils doivent demeurer, peut être retranché sans que la contexture de la pièce n'en souffre. Mascaron, dans l'oraison funèbre du duc de Beaufort, qu'il prononce en 1670, se lamente sur la chute de Candie, mais passe complètement sous silence celle de Gigerie. Il préfère s'attarder à glorifier le roi et son ministre pour avoir rendu possible le développement du commerce maritime de la France. Jugez, messieurs, s'exclame-t-il, quelle grandeur, quelle abondance doit faire espérer à la plus grande monarchie du monde ces flottes nombreuses, ces superbes arsenaux, ces compagnies de commerce, ces longues et fréquentes navigations conduites par l'étoile d'un invincible monarque, animées par les soins et les assiduités infatigables d'un grand ministre. Louvois, répondant lui aussi au souci royal, semble avoir chassé de sa mémoire la mauvaise issue de l'entreprise de Gigerie, dont il affirmait en 1664 que Sa Majesté avait eu beaucoup de déplaisir. Dans son testament politique adressé au roi quelques années plus tard, il présente tous les conflits de la France avec les Turcs au début du règne de Louis XIV, comme autant de succès. Faisant état des campagnes pourtant peu fructueuses des marins français contre les barbaresques entre 1661 et 1664, il écrit au souverain. Les corsaires d'Alger, qui font profession de ne s'enrichir que des captures sur les sujets des États chrétiens, avaient aussi pris la coutume de maltraiter les vôtres et de ne les pas distinguer d'avec ceux des autres puissances inférieures qui n'avaient pas lieu de redouter si fort. Il était à propos de les chasser, et vos vaisseaux leur ayant donné vivement la chasse.
Ils furent réduits à la raison et forcés de porter à notre pavillon le respect qui lui était dû. Quelques paragraphes plus loin, il rapporte au roi avec emphase la victoire des troupes françaises en Hongrie qui fit connaître aux Turcs de quoi les Français étaient capables, ce qu'ils devaient en craindre ou en attendre selon les mesures qu'ils prendraient à l'avenir avec nous. Puis, il aborde l'affaire de Gigri. Les Algériens, oubliant bientôt la chasse qu'ils avaient eue, recommencèrent leurs courses et leur brigandage sur vos sujets. Vous recommençâtes aussi à leur faire sentir la force de vos armes. Vos vaisseaux retournèrent dans les mers où ils exerçaient leur piraterie. Ils les battirent, ils les chassèrent, ils s'emparèrent de la ville de Gigri malgré leur opiniâtre résistance. Ils coulèrent quantité de leurs armateurs à fond sous le fort de la Goulette et gagnèrent sur eux une autre victoire sous celui de Cercy. Tant de disgrâces et de pertes ayant étonné ces corsaires, ils prirent le parti de se contenir pour un temps dans leur devoir. En passant totalement sous silence la retraite de Gigri, Louvois fournit un parfait exemple de l'amnésie souvent nécessaire à l'élaboration de l'histoire officielle. Colbert, lui, n'a pas oublié cette retraite. Bien des années plus tard, elle continue de le tracasser. Dans son testament politique, destiné au roi, il revient longuement sur les causes de ce cuisant échec. « Votre Majesté, écrit-il, étant contente de mes services, je pris la liberté de lui représenter que tout ce que le cardinal de Richelieu avait entrepris pour la gloire du royaume, il n'y avait rien de plus important que la navigation et le commerce, mais que l'un et l'autre ne pouvant s'entreprendre sans se rendre fort sur mer, c'était à votre Majesté à y travailler. Elle m'en commit le soin, aussi bien que de ces bâtiments où il y avait de grands désordres, et je tâchai de m'inquiéter de l'un et de l'autre du mieux qui me fut possible. Cependant, votre Majesté, ayant jugé à propos de faire une entreprise du côté du Giger, dont le succès promettait un grand avantage pour le commerce du Levant et pour la réputation de votre Majesté, en ce pays-là, vous fîtes filer des troupes en Provence, où il y avait des vaisseaux tout prêts pour les recevoir. Elles firent leur trajet heureusement et débarquèrent d'eux-mêmes sans presque aucune opposition de la part des barbares. Mais les chefs, sur qui vous vous en reposiez, ayant mal pris leurs mesures, cette affaire échoua, quoique bien conçue et encore mieux dirigée. Mais il ne suffit pas que ce qui y est arrêté au conseil soit dans les formes, et sans qu'on y puisse trouver à redire. Il n'est exécuté de même. Aussi, un prince ne saurait trop s'appliquer à faire un bon choix, puisque sa réputation et le bien de ses affaires dépendent de là uniquement, surtout quand les entreprises se font si loin de sa vue qu'il est hors d'état de pouvoir remédier aux fautes qui s'y font. On m'a voulu faire croire que monsieur le Tellier, qui n'était pas trop aise que votre Majesté, me donna tant d'accès auprès de sa personne, et sur qui elle se reposait des affaires de la guerre, aurait pu lui nommer les chefs plus expérimentés, entre les mains de qui la chose eût été en plus grande sûreté. Mais je n'ai écouté ces rapports que pour lui rendre plus de justice, de sorte que j'aime mieux attribuer ce qui arriva à une certaine destinée, qui fait quelquefois que ce qui paraît le plus sûr est ce qui réussit le moins, que de faire tort ainsi à sa réputation. Par surcroît de malheur, le vaisseau sur lequel la tête du régiment de Picardie s'était embarqué s'entr'ouvrit, ce qui causa beaucoup de chagrin à votre Majesté. Mes ennemis qui étaient en grand nombre, ce qui était impossible autrement, après ce que j'ai dit ci-dessus, m'en voulurent imputer la faute, prétendant que puisque c'était moi qui avais soin de la marine, je devais prendre garde si le vaisseau était bon. Mais il avait été visité avant de le mettre en mer, et comme c'était par des gens expérimentés en cette matière, votre Majesté, qui rend justice à tout le monde, ne m'en fit pas plus mauvaise mine. La faute vint de ce qu'il y avait longtemps que ce vaisseau n'avait servi, ce qui les use plus, sans qu'il n'y paraisse, que s'il était toujours en mer. Cette méchante nouvelle
qui avait été précédée d'une autre plus agréable, ne fit pas toute l'impression qu'elle aurait faite en d'autres temps sur l'esprit de votre majesté. En effet, elle eut le choix de s'en consoler par la gloire que ses armes avaient acquise en Hongrie, où, sans elle, l'empereur, qui avait déjà reçu quelques échecs, aurait été dévié entièrement. Ces deux événements, mêlés ainsi de bonnes et de méchantes fortunes, empêchèrent que votre majesté ne montât encore en ce haut degré de gloire où on la voit aujourd'hui. Cependant, lorsqu'elle apportait de toute façon dans son royaume, où tout se ressentait encore des abus qui s'y étaient glissés du temps du cardinal Mazarin, servait tous les jours de preuve à ceux qui voulaient bien prendre garde que vous étiez déjà un grand roi. Cette analyse de Colbert est peu convaincante, mais elle nous éclaire sur la manière dont fut élaborée la version officielle de l'histoire. En affirmant que l'expédition de Gigery a été parfaitement conçue et préparée, Colbert tente de dégager la responsabilité de Louis XIV et la sienne dans son échec. Mais quand il cite, comme cause de ce revers, l'impossibilité où se trouvait le roi en raison de son éloignement, de remédier aux fautes commises sur place, il se contredit. Ce faisant, il reconnaît en effet implicitement la mauvaise organisation de la structure de commandement mise en place par le souverain, qui n'a pas délégué suffisamment de pouvoir à ses généraux. Colbert, en affirmant très nettement que les chefs à Gigery ont mal exécuté l'opération, semble, dans un premier temps, leur attribuer la responsabilité de cet échec. Mais ce faisant, il implique aussi le roi. C'est lui seul qui a choisi les chefs de l'expédition. Et pourquoi, s'ils sont coupables, les avoir tous disculpés? Aussi Colbert, bien qu'il vienne de reconnaître les fautes commises par les généraux, préfère-t-il finalement attribuer l'échec de l'expédition à la seule destinée, s'alignant ainsi sur la thèse officielle voulue par le souverain. Le ministre dégage ensuite sa responsabilité personnelle dans le naufrage de la Lune. Pour éviter d'avoir à désigner les coupables de cette autre catastrophe, il se contente d'affirmer que la faute en vint de ce qu'il y avait longtemps que ce vaisseau n'avait servi. Mais il se garde bien de citer le nom de ceux qui avaient autorisé sa remise en service. Colbert se console de l'échec de Gigery en rappelant qu'il fut à l'époque compensé par la victoire de Saint-Gothard, ce qui lui permet de conclure ce chapitre par une nouvelle glorification des actions du roi et, sous-entendu, des siennes. En affirmant enfin, comme s'il le fait audacieusement, que l'échec de Gigery empêcha Louis XIV de monter alors à ce haut degré de gloire qu'il atteindra plus tard, Colbert manifeste la haute portée qu'il prête à l'événement. Au cours des 2 siècles suivants. Au XVIIIe siècle, les historiens ne s'attardent guère sur l'affaire de Gigery, mais le siècle suivant, la conquête de l'Algérie par la France réveille l'intérêt pour cette expédition. Le 14 mai 1839, quand les troupes françaises débarquent à Djidjeli, nouveau nom de l'ancienne Gigery, et s'emparent de la ville sans grande difficulté, la vieille cité est dans un état pitoyable. Ses remparts sont en partie détruits. De la présence des armées de Louis XIV, il ne reste que les ruines de la tour, quelques canons à moitié enfuis sous le sable de la plage et des boulets éparpillés çà et là. Les Français s'empressent de restaurer les fortifications pour se protéger des fréquentes attaques berbères. Sur l'emplacement du marabout, ils bâtissent un solide fort à la Vauban, qu'ils baptisent Fort français, mais que les habitants de Djidjeli appelleront toujours Fort Duquesne en souvenir de la participation fort modeste pourtant de l'amiral à l'opération de 1664. Une fortification plus légère est construite sur l'emplacement de la tour, et 2 autres le sont intelligemment cette fois-ci sur le Djebel Ayouf. L'installation des Français à Djidjeli réveille logiquement les souvenirs de l'expédition de 1664. Ainsi, dans le Vicomte de Bargelome, qu'il publie entre 1848 et 1850, Alexandre Dumas fait mourir son héros sur la plage de Djidjeli lors du débarquement des troupes de Beaufort. Emporté par sa talentueuse imagination de romancier, Dumas relate de façon très personnelle les préparatifs de l'expédition et le débarquement à Gigery. Il ne se soucie ni de la vérité historique,
ni de l'exactitude de ses descriptions. Pour s'en convaincre, il suffit de relire le portrait élogieux qu'il brosse du duc de Beaufort et surtout de sa relation officielle de l'opération qui, affirme-t-il, fournissait les détails de la victoire remportée sur les Arabes. Dumas dut cependant avoir accès à certains documents. Il cite par exemple, avec exactitude, le nom des régiments qui ont participé à l'expédition, et il donne du site de Djidjuli une vue assez exacte. Il est vrai aussi qu'un Bargelone a bien été blessé à Gigri, mais ce gentilhomme volontaire n'avait aucun point commun avec le héros de Dumas, fils d'Athos, cousin et amant fou de la Lavallière, qui décida, par dépit amoureux, d'aller chercher la mort en Afrique. Après le violent tremblement de terre de 1856, qui acheva de détruire la vieille cité de Djidjuli, une ville nouvelle est reconstruite au sud de la plage, là où avait eu lieu le débarquement de 1664. La place centrale de la ville est baptisée Place Louis XIV. L'artère principale prend le nom de Gaden, écriture déformée de Gadane. D'autres rues sont dénommées rue Paul, rue de Vivonne, de la Guillotière, de Picardie, de Navarre et de Normandie. Seul le modeste quai prend le nom de Beaufort. Le réveil de ces souvenirs va inciter plusieurs historiens à rouvrir les archives. À peu près simultanément, deux ouvrages parus, l'un en Algérie, l'autre en France, vont consacrer de longues pages à cette expédition de Gigri. En 1870, Auguste Ferraud, historien du Maghreb, publie dans le bulletin de la Société archéologique de Constantine une histoire de Gigli fort bien documentée. En 1873, Jalles, s'appuyant sur des informations provenant des archives de la marine, retrace dans son Abraham Duquesne et la marine du XVIIe siècle un historique complet de cette expédition du duc de Beaufort. Les années suivantes, plusieurs auteurs vont revenir sur cette opération. En 1873, dans la revue africaine, Watleb publie un récit de l'expédition du Djidjili. Il est suivi en 1887 par Descloseaux qui consacre dans la revue maritime et coloniale un long article intitulé « Première tentative d'établissement des Français en Algérie ». Malheureusement, ces deux derniers auteurs ne citent pas leurs références. Ce défaut sera corrigé quelques années plus tard avec la parution dans la revue maritime et coloniale de 1898 d'un article de Bouchicourt intitulé L'expédition de Djidjili 1664, étude la plus complète et la mieux documentée qui ait jamais été publiée sur le sujet. Dans les décennies qui suivent, tous les historiens du Maghreb et ceux de la marine française, s'appuyant sur les travaux de Ferraud, Jalles, Descloseaux et Monchicourt, ainsi que sur les archives de la marine et les correspondances de Colbert et de Louis XIV, traitent presque tous, mais avec plus ou moins de détails, de cette expédition française en Algérie. Dans l'ordre chronologique, citons trois historiens du Maghreb. Berbrugger, 1857, de Grammont, 1887, et Mercier, 1888, et deux historiens de la marine, Otto, dans sa biographie du chevalier Paul, 1896, et Charles de la Rancière, dans sa très complète Histoire de la marine française, publiée en 1899. Ces deux derniers auteurs consacrent de longs chapitres aux luttes de la France contre les barbaresques, à l'expédition de Gigri et au combat de la Goulette et de Cherchais. Au XXe siècle, cette affaire de Gigri va continuer pendant quelques années à retenir l'attention des spécialistes du Maghreb, notamment celle de Paul Masson, Histoire des établissements et du commerce français en Afrique barbaresque, 1562-1793, 1903, et de François-Charles Roux, France et Afrique du Nord avant 1830, les précurseurs de la conquête, 1932. En 1934, Capotrey publie dans la Revue africaine une étude fort documentée sur la politique française et le Maghreb de 1643 à 1685. En remplaçant l'expédition de Gigri dans le cadre d'une analyse plus générale des relations diplomatiques
militaire et commerciale de la France et des autres puissances européennes avec l'Empire ottoman, avec les royaumes maghrébins et avec les barbaresques, et, d'une manière plus globale encore, des rapports de la chrétienté avec l'islam. Capotret nous aide à mieux appréhender les raisons qui ont incité le jeune souverain à se lancer dans cette aventure. Ce regain d'intérêt, constaté à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, ne va durer qu'un temps. Cet épisode étrange retombe dans l'oubli. Les chroniqueurs de la marine eux-mêmes ne s'y attardent plus guère. Dans son très complet et très documenté Manuel d'histoire maritime de la France des origines à 1815, publié en 1947, Jonas Stramont résume l'affaire en un court paragraphe. Le chevalier Paul, écrit-il, avait proposé de les mettre à la raison, des barbaresques, en les privant de leur base d'opération, en occupant leurs repères. Une expédition inspirée par ces vues fut tentée en 1664. Mais le duc de Beaufort choisit comme point de débarquement la plage de Gigeli. La maladie emporta beaucoup de monde et l'entreprise se termina par un véritable désastre. Même Philippe Masson, renommé historien français de la marine, qui rappelle dans son Histoire de la marine 1981 qu'en 1661, Colbert soulignait l'urgence de nettoyer la mer des corsaires pour assurer le commerce maritime, ne dit mot de l'opération de 1664 à Gigeri, opération pourtant conçue dans cet objectif. Les historiens du Maghreb ne sont guère plus dissertes sur le sujet. Pas un mot dans l'histoire de l'Algérie de Selle, Marseille et Hiver 1927. 7 lignes seulement dans la pourtant remarquable Histoire de l'Afrique du Nord des origines à 1830 de Charles-André Julien 1994. Plus étrange est le silence des spécialistes de l'histoire de France et plus particulièrement des biographes de Louis XIV. Les études que nous avons citées ne semblent guère avoir retenu leur attention. En dépit des très nombreux documents d'archives disponibles sur le sujet, aucun historien contemporain ne s'est réellement penché sur cet intéressant épisode du règne du roi Soleil. Cette première opération militaire, totalement conçue et personnellement dirigée par le jeune souverain après sa prise du pouvoir. Son premier revers, riche d'enseignements. Dans son Louis XIV, paru en 1911, la Vice n'y consacre qu'une seule ligne. En 1943, dans sa biographie du roi Soleil, Sagnac n'en dit mot. Aucun manuel d'histoire de France n'y fait la moindre allusion. Nous passerons volontairement sous silence l'ouvrage, qu'en 1559, Isabelle de Broglie a consacré au duc de Beaufort, ainsi que l'article qu'elle a fait paraître dans la revue de la Société suisse des Amis de Versailles intitulé « Un visage du masque de fer, le duc de Beaufort ». Dans ces publications, Isabelle de Broglie traite longuement de l'expédition de Gigeri. Mais parce qu'elle voue au duc une admiration au moins égale à celle que le peuple de Paris portait au roi des Halles, Isabelle de Broglie soutient quelques thèses absurdes et pour étayer ses dires, n'hésite pas à affirmer des faits démentis par tous les témoignages de l'époque et par toutes les preuves. Les partis pris de Madame de Broglie sont d'autant plus regrettables qu'elle a eu accès à des documents inédits, documents malheureusement difficiles aujourd'hui à retrouver dans la mesure où elle n'en donne jamais la référence et où elle n'hésite pas à tronquer ou à malmener certaines citations. En 1964, le 3e centenaire de l'expédition de Gigeri, puis en 1993, la découverte de l'épave de la Lune ont suscité un regain d'intérêt pour cette opération et la publication de plusieurs articles. Luclan et Albert Illouz, chercheurs au Drasme, ont notamment publié en 2002, dans les cahiers d'archéologie subaquatique, une relation des travaux qu'ils ont menés sur l'épave de la Lune. Relation qu'ils ont fait précéder d'un tableau historique des événements qui ont abouti au naufrage de ce vaisseau. Ce travail constitue une bonne synthèse des publications antérieures sur l'expédition de Gigeri. Mais, à l'instar des autres articles parus
À ces deux occasions, il n'apporte guère d'informations nouvelles permettant de mieux éclairer cet épisode de l'histoire. L'amnésie des historiens à la fin du XXe siècle. Dans son Louis XIV, paru en 1986, François Bluch liste les opérations ordonnées par le souverain entre les années 1663 et 1666 et qui ont marqué le début de son règne. Il ne cite pas Gigeri. Il retient 4 expéditions positives. En 1663, quand le roi fit céder le duc de Lorraine qui ne voulait pas, en application du traité de Montmartre, rendre Marsal à la France. En 1664, lorsque les Alpes de Louis XIV participèrent victorieusement à la bataille des Autrichiens contre les Turcs à Saint-Gothard. En 1664, lorsqu'en Thuringe, un corps expéditionnaire français, commandé par M. de Pradel, ramena Erfurt sous l'autorité de l'archevêque de Mayence. En 1666, enfin, quand le roi dépêcha sa flotte pour soutenir les Hollandais dans leur guerre contre l'Angleterre. Bluch conclut cette énumération en écrivant « Ces 4 exploits de valeur inégale feront le sujet de médailles à la gloire du règne. Ils ont en commun un sens politique, celui du prix attaché par la France aux alliances signées. Ils ont un sens militaire. La force terrestre et même navale du très chrétien frappe en somme où elle veut, quand elle veut, avec une parfaite efficacité. Voilà irrévocablement occulté le premier projet militaire conçu et organisé par Louis XIV en personne et le désastre qui s'ensuivit. Les historiens n'ont jamais trop aimé traiter des revers subis par les forces de leur nation. Mais cette aversion ne peut, à elle seule, justifier leur silence. Alors que tant d'études sont menées sur le règne de Louis XIV, pourquoi aucun auteur moderne n'a-t-il poursuivi la réflexion de Capotrey sur les motivations profondes qui auraient poussé le jeune souverain à lancer cette expédition? Pourquoi aucun chercheur n'a-t-il analysé plus en détail que ne l'avait fait Monchicourt les causes profondes de cet échec et les effets qu'il a pu avoir sur les politiques maritimes et commerciales de Louis XIV et de Colbert et sur l'évolution des relations de la France avec l'Empire ottoman et avec le Maghreb? N'est-il pas surprenant que personne n'ait tenté de supputer ce que le succès d'une implantation française permanente en Algérie dès le XVIIe siècle aurait pu avoir comme conséquence sur l'équilibre géopolitique en Méditerranée et sur les relations entre la France et l'islam au cours des siècles suivants? Ce grand silence n'est vraisemblablement que le simple résultat de la volonté autocratique de Louis XIV. En 1664, il décidait de jeter un voile sur l'expédition de Gigeri et d'attribuer la cause de son échec à la peste, ce mal qui, par excellence, incarne la destinée. La presse était muselée, les historiens censurés, les opposants exilés. 3 siècles plus tard, le silence imposé a fait place à l'oubli. L'histoire s'est figée. En 1994, André Corvisier, dans son cours à la Sorbonne aux étudiants qui préparent le CAPES d'histoire, consacre une phrase, une seule, à l'affaire de Gigeri. Une expédition française, enseigne-t-il, s'empara de Djoli, mais il faut l'évacuer à cause de la peste. Sur cette affaire, au moins, Louis XIV s'est montré meilleur manipulateur que stratège. 330 ans plus tard, l'alibi qu'il a choisi est encore enseigné comme vérité historique. Inquiétante pérennité d'une falsification de l'histoire.